Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Je suis très heureux de vous présenter ce soir donc, le premier recueil d'Emmanuel Échivard. Et c'est pour moi l'occasion de remercier Madame et Monsieur l'abbé d'avoir fondé ce prix. Je trouve que c'est un prix important. La poésie a besoin d'être encouragée. Et ceux qui publient pour la première fois un recueil aussi. La vocation de ce recueil, de ce prix plutôt, c'est donc d'encourager, bien sûr, une première publication. Et alors j'avoue que là, nous sommes comblés parce que ce premier recueil est en même temps un recueil parfaitement accompli. Je pense que ceux qui le liront en seront d'accord. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant, je dirais, même pour de vieux routiers, comme les membres du jury. Alors, La trace d'une visite, c'est un titre qui pourrait convenir à bien des poèmes, dès lors qu'il garde l'empreinte d'une rencontre avec quelqu'un, ou même un rayon de soleil, un oiseau, un arbre, comme il arrive souvent chez Philippe Jacotet, que l'auteur cite en exergue à son recueil. L'originalité profonde de celui-ci est que la rencontre y est celle d'un tu jamais nommé, et dont l'identité pourrait rester le secret du poète. Mais dès les premières pages, nous savons que ce secret est aussi le nôtre, que nous avons tous été visités par ce mystérieux interlocuteur dont nous reconnaissons la trace dans nos existences. Le recueil rassemble ces traces, et chacun des poèmes raconte au présent l'une de ces visites. Pourtant, l'auteur a préféré le singulier, la trace d'une visite. Et avec raison, me semble-t-il. Dans toutes ces empreintes, quoiqu'elles soient imprévisibles, et quoiqu'elles ne puissent être mises bout à bout pour former un chemin, se lie en effet une même signature. Et les passages du visiteur inconnu dans nos vies apparaissent rétrospectivement comme une seule visitation. Aussi, d'ailleurs, le mot « recueil » est-il peut-être impropre. Il faudrait parler plutôt d'un seul poème. Un seul poème dont chaque page contiendrait une strophe, une station, pourrait-on dire. Et c'est l'un des grands mérites de ce livre. Il est à la fois parfaitement cohérent, chacun des textes dont il se compose reprenant justement le motif de la visite, est toujours surprenant. Non seulement le passage de la visitation, pour renvoyer à un titre d'André Fresneau, traverse les moments les plus divers de l'existence, qu'il s'agisse d'une promenade, d'une attente, d'un repas, d'un travail, mais l'intervention du visiteur emprunte des biais sans cesse renouvelés, même grammaticalement. La deuxième personne est tantôt sujet, c'est le tu, tantôt objet, tantôt marquée par un simple possessif. Elle peut intervenir au début, au milieu du texte, mais se manifeste généralement à la fin, après un saut typographique, sur un rythme plus bref, et cette intervention retourne le poème comme un gant. Elle modifie soudain le point de vue, faisant apparaître l'inaperçu, l'important, l'humain, là où nous ne l'attendions pas. Ouvrant nos journées au mystère qui nous entoure, et ce mystère est toujours celui de l'autre. Dans sa beauté, parfois, je voudrais vous lire quelques-uns des poèmes. Tu es une femme, tu ne sais pas ta beauté. Tu te demandes pourquoi les hommes posent leur regard sur toi sans te voir. Quand tu les croises, ils te dévisagent, passent leur chemin, se retournent une dernière fois. Ils ont peur de toi. Ils ont peur d'eux-mêmes face à ta beauté. Quel prince te comblerait? Mais chaque jour, le don au monde d'un nouveau tissu de lumière. Donc rencontre avec la beauté, mais plus souvent,
ce mystère est celui de l'autre dans sa douleur. Voici un autre poème. On ne parlera jamais assez de tes pleurs. Tout les révèle. Tout ce qui est à terre, insectes noirs de peur, sable qu'écroule le vent épais, les genoux terreux des petits enfants, les regrets du vieil homme devant une photo. Tu es là, au bord de sa vie. Tu es là, et ta plainte nourrit les pierres du chemin. Qui te consolera de ton monde? J'ai parlé de la douleur, j'aurais pu aussi parler de la pauvreté, de ce tu et de ses compagnons. Il y a un mendiant devant la boulangerie du dimanche matin. Des habitants, il a le visage et la main, les cheveux, les ongles. C'est qu'ils mendient tous dans les rues de la ville. Ils guettent tous un regard à rencontrer. Et toi, quand ils sont tous partis, occupés par le dîner familial, tu rejoins, au bout d'une place sur un banc, 3 hommes et leurs chiens. Tu leur demandes une pièce d'or. Voilà, et je me suis demandé si ce poème n'avait pas été inspiré par un conte de Tagore, mais Emmanuel me répondra. Et je parlais de douleur, de pauvreté, je peux même ajouter l'humiliation. Il a vu cet homme à genoux, les mains cachant son visage. Toute la poussière du jour est incrustée sous ses ongles. Il s'est imaginé un moment venir lui poser la main sur l'épaule. Il a senti que leurs corps allaient se rencontrer, qu'ils allaient tous les deux déposer les armes s'il le rejoignait. Toi, tu l'embrasserais, se disait-il. Tu l'enlacerais. Alors le visiteur, celui auquel on dit tu, se tient de préférence, semble-t-il, aux côtés des enfants, des femmes, des vieillards, au point de se confondre parfois avec eux. Mais il est aussi proche du narrateur au moment où celui-ci rêve d'évasion, par exemple dans un hall d'aéroport. Comme quoi, la visite peut se produire partout. Il est en attente, dans un hall d'aéroport, à lire les horaires et les destinations, à écouter les rires des départs. Il imagine des vies de rêve. Il voudrait être dans un lieu impossible, au cœur de l'horizon. Là, le désir se tiendrait enfin immobile et triompherait. Mais c'est ici, sans doute, l'air gris et ses voisins du jour, son propre lieu. C'est aussi le tien. Alors, vous avez assisté plusieurs fois à ce retournement du poème. Le retournement du poème, pour surprenant qu'il soit, n'a jamais la brutalité d'un coup de théâtre. Il s'accompagne d'une sorte de prévenance, de douceur, comme tout à l'heure, c'est aussi le tien. Aussi bien le visiteur n'est-il pas, malgré son anonymat, ce qu'on appelle une puissance étrangère. Il est en effet le destinataire de la parole, celui auquel le poète s'adresse. Et cela suppose une mystérieuse intimité, une histoire commune, une histoire qui a laissé une trace. Cette histoire a laissé une trace, mais il est fort malaisé et sans doute peu souhaitable d'identifier ce visiteur autrement, j'oserais dire, que par ses mœurs et ses fréquentations. On pense, en lisant Emmanuel Échivard, au fameux proverbe « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ». Tout au plus, peut-on relever quelques indices. On trouve dans un poème « Tu serais dans la brise », dit-on. Et on pense évidemment à la rencontre d'Élie avec Dieu à l'Horeb, qui était dans le murmure d'un fin silence. Dans un autre poème, on trouve ces lignes
Pourquoi te donnerait-il à boire? Ne pourrait-il pas plutôt se jeter à tes pieds et te demander, lui, de l'eau? Et certains lecteurs auront pensé à la rencontre au puits de Jacob entre Jésus et la Samaritaine. Et puis pour citer un dernier exemple, vas-tu toi aussi essuyer à ses pieds tes larmes? Eh bien, la jeune amoureuse rappelle un peu la figure de Marie-Madeleine aux pieds de Jésus. Et peut-être enfin l'anaphore qui ouvre la plupart des derniers poèmes, Ce n'est pas la mort, résonne-t-elle comme une discrète promesse d'éternité. Mais ces références, je l'avoue tout de suite, ces explicitations sont trop pesantes. Je crains même qu'elles ne soient déplacées à propos de poèmes aussi réservés. Il faut en effet s'incliner devant l'extrême pudeur de cette poésie. Non seulement le tu n'est jamais dévoilé, mais le je s'efface, étant seulement supposé par l'adresse à un tu. Et au profit de qui? Eh bien, au profit des il, des elles, au singulier ou au pluriel, que le poème donne à voir. Et pourtant, rien n'est évanescent dans cette poésie spirituelle, à l'émotion contenue. On y rencontre dans la même page, vous l'avez entendu, les genoux terreux des petits-enfants et les regrets du vieil homme devant une photo. Et donc, je pense que vous l'avez senti, ces poèmes, comme celui qu'ils évoquent, parlent avec leurs mots et leur silence à tous les lecteurs. Alors qu'un livre de poésie et de surcroît un premier livre réussissent dans une langue aussi sobre, une forme aussi maîtrisée, à acclimater le mystère dans nos vies, il y a là une sorte de miracle. Et puisqu'Emmanuel Échivard cite Jacotet en exergue à son recueil, permettez-moi de vous en lire à mon tour quelques lignes pour finir. Qu'il y ait une espèce d'infini, un reflet d'infini, dans un poème bâti avec des mots, ou dans une œuvre musicale soumise à des lois strictes, c'est là peut-être le plus grand mystère. Que l'infini puisse entrer dans le fini et de là rayonner. Je vous remercie.